Bonjour, Monsieur Saint-Don. Bonjour. Bienvenue à la librairie L'Alphabet. Merci. Monsieur Saint-Don, vous êtes originaire du Bas-Saint-Laurent. Oui. Vous êtes bachelier d'histoire ici à l'UQAR, Université du Québec à Rimouski, journaliste pendant 36 ans à Radio-Canada. Radio, télévision? Les deux, oui. J'ai Les commencé... à l'époque, on faisait les deux médias en même temps. Puis, la télévision a fermé en 1990. Après ça, je suis passé à la radio jusqu'à ma retraite en 2012. Donc, vous êtes polyvalent. On peut dire ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture après la télé et la radio? En fait, j'avais même commencé avant parce que j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé l'histoire. Un professeur d'histoire au secondaire m'a donné vraiment la piqûre. Alors, c'est pour ça que j'ai fait mes études en histoire, d'une part. Ensuite, la démarche de journaliste et la démarche d'historien, c'est la même chose. Un travail de recherche. Un travail de recherche, un travail avec des sources, un travail où il faut confronter les sources pour avoir de la bonne information. Tout à fait. C'est aussi bon en journalisme qu'en histoire. Alors, comme c'est la même démarche, j'ai commencé à écrire des articles pour la revue d'histoire du Bas-Saint-Laurent à l'époque, qui maintenant s'appelle L'Estuaire. Oui. Et de fil en aiguille, un matin, je me suis posé une question au coin d'une rue. En allant travailler, justement, j'ai vu les noms de deux personnes au coin d'une rue et je me suis dit, qui sont ces personnes-là? Pourquoi est-ce qu'elles ont des rues à leur nom? Alors, c'est la curiosité qui vous aurait poussé à Tout à fait. ça. Alors là, je me suis rendu compte, en regardant la carte de la ville, qu'à l'époque, il y avait 120 rues qui portaient des noms de personnes. Et moi, j'en connaissais 7 ou 8. Alors, je me suis dit, qui sont les autres? Ben oui. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé la recherche de mon premier livre, Histoire de Rimouski par le nom de ces rues. Parce que c'est pas des inconnus quand même, tous ces gens-là. Ils sont inconnus là, aux citoyens lambda aujourd'hui, mais c'est des gens quand même qui ont fait des choses pour la ville, là. La plupart. Il y a eu quelques cas, il y a eu une certaine période où on donnait, par exemple, le nom des rues aux premiers résidents. Ça, on a vu ça dans plusieurs villes au Québec. C'est une façon de marquer le patrimoine, j'imagine, un peu? Bien, évidemment, à la longue, ça rappelle effectivement la personne, soit qui était le premier habitant de la rue, ou la personne, quelquefois, qui avait donné les terrains pour ouvrir la rue. Alors, c'est sûr que ça fait partie du patrimoine aussi. Et puis, bien, tous les autres, évidemment, après ça, le comité de toponymie qui a été créé à Rimouski en 1963, bien là, a regardé un peu plus loin dans l'histoire. On a remonté le temps et là, on a décidé par secteur, par exemple, de donner des rues à des anciens députés, à des anciens maires, puis, bon, plus récemment, par exemple, dans le pré du Saint-Rosaire, à des anciens journalistes ou à des artistes. Des philosophes. Bon, en tout cas, le comité de toponymie à Rimouski procède par thème, souvent par quartier, sous-quartier. Ça, historiquement, est-ce que ça fait longtemps qu'on fait ça? Parce que c'est pas juste à Rimouski qu'on remarque ça. Il y a d'autres quartiers aussi. Puis je pense, par exemple, à Québec où, tu sais, tel quartier, c'est des noms d'oiseaux, tel quartier. Est-ce que vous savez, ça vient de où? Oui, en fait, on disait que ça permettait, à l'époque, avant l'invention du GPS, ça permettait aux gens de se retrouver plus facilement. Oui. Alors, on savait si dans tel secteur, c'était des noms d'oiseaux, bien, les gens savaient que, bon, la rue qu'ils cherchaient était dans ce coin-là. Des mésanges, c'est pas celle-là, mais on est dans les colibris, on est proche. Exactement. Je comprends. Alors, c'est pour ça qu'à Rimouski, entre autres, on a des secteurs comme ça. Noms d'oiseaux, noms de champignons, noms d'arbres, par exemple, dans Sacré-Cœur. Certainement. Les noms marins aussi, dans Pointe-au-Père. Oui, exactement. Ça, je comprends. Puis est-ce que le feu, il y a eu un grand feu en 1950? Oui. Est-ce que tout ça a eu un impact sur ces quartiers-là, les noms des rues, etc.? Non. À Rimouski, les rues... D'ailleurs, le plan d'urbanisme après le feu n'a pas changé. Okay. On a seulement élargi quelques rues. Le seul ajout qu'on a fait après le feu, c'est le boulevard René-Lepage. D'accord. Parce qu'on a gagné de l'espace sur les battures. Et mais le quadrilatère qui a brûlé, les rues sont restées les mêmes, avec les mêmes noms. Parfait. Donc, ça facilite un peu votre travail quand même. Oui, oui. Parce que c'est plusieurs années de recherche. Oui, en fait, comme ce qui a été dur dans le cas de Histoire de Rimouski par le nom de ces rues, c'est retrouver les gens. Oui. Parce que toutes les rues qui avaient été nommées avant 1963, avant la création du comité de toponymie, il n'y avait pas d'indication. Souvent dans les procès-verbaux, parce que j'ai lu tous les procès-verbaux de la ville de Rimouski depuis 1869, c'est ça qui a été long aussi. Du boulot. Oui. On avait tout simplement, par exemple, dorénavant, le lot numéro un tel va s'appeler rue Caron. Mais on n'avait aucune information supplémentaire pour nous indiquer c'est qui était ce personnage-là. Qui était M. Caron. Et maintenant aussi, ce qui est intéressant, et ça fait pas longtemps, quelques années seulement, on a décidé, la règle a changé, on donne le nom complet de la personne.
Ça, déjà là, c'est beaucoup plus facile. Ça va être plus facile pour les historiens dans 100 Dans ans. le futur. C'est bien de penser à son prochain. Oui. Et maintenant aussi, les comités de toponymie, lorsqu'ils donnent un nom d'une personne à une rue, eh bien, il y a une justification. Donc, on écrit quelques paragraphes pour justifier la décision. Donc, on ne part pas à zéro. Mais pour tout ce qui a été avant 1963, alors j'étais obligé de faire des recherches, retracer des gens, lancer des appels au public. Parce qu'il y a plus de 300 biographies là-dedans. Là. Il y Absolument. en a quelques-unes, il y en a certaines qui sont de quelques lignes seulement, mais d'autres qui sont plus étoffées quand même. Exact. C'est plus du travail de généalogie rendu là? En partie. Je me rappelle que pour la première édition même, j'ai été obligé d'aller dans le cimetière et regarder pour avoir des dates. Et en ayant des dates ou une année, je pouvais aller dans les archives, par exemple, du Progrès du Golfe ou de l'Écho du Bas-Saint-Laurent. Plus précise, exactement. Là. Puis là, finalement, retrouver un avis de décès, par exemple. Et là, bien, avec les avis de décès, ça donne le nom des parents, des descendants. Donc, ça a été un travail très, très ardu dans plusieurs cas. J'imagine que vous avez eu un peu d'aide là, avec tout ça quand vous avez érigé tout ça. Est-ce que c'est parce que c'est pas un livre qui est coécrit, c'est un livre que vous avez écrit oui, seul? seul. Non, effectivement, j'ai fait tout seul. Mais on va chercher des sources quand même. Oui, oui, c'est ça. C'est ça qui a été long, trouver les personnes, aller les rencontrer. Et aussi, mon idée de départ, c'était que les gens puissent associer un visage au nom, donc avoir des photos. Oui. Ça a été possible dans presque tous les cas, ce qui est quand même étonnant. Je regardais encore hier le livre et puis je voyais un personnage, entre autres, l'abbé Lazare Marceau, qui était le premier curé du Bic, alors la rue Lazare Marceau, dans le district du Bic. C'est quand même un type qui est né au début du 18e siècle, du 19e siècle, et on a sa photo. On a sa photo, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Il y a quand même 3 cas mystérieux. Je me rappelais plus de leur nom. Là. On a la rue Mercier, la rue Racine, la route Lemieux. Oui. Vous ne les avez jamais retrouvés? Non. La rue Mercier, j'avais commencé les recherches en 1990 pour la première édition. Puis malgré tous mes efforts et celles des membres du comité de toponymie et de bien d'autres personnes, on n'a pas réussi à trouver qui était ce fameux M. Mercier. C'est des rues qui se trouvent dans quel secteur? La rue Mercier, c'est pas très loin du Colisée, un petit peu au sud du Colisée, sur la deuxième rue. La rue Racine, c'est dans le secteur de Pointe-au-Père. La route Lemieux, c'est dans Saint-Odile. La route Lemieux, j'ai eu quelques pistes assez intéressantes, mais les personnes n'étaient pas certaines. Donc, dans le doute, abstiens-toi. Donc, je comprends. Peut-être qu'on parviendra à identifier vraiment le véritable M. Lemieux. Je comprends. Ça, c'est un livre que vous avez écrit d'abord en 1995. Oui. Puis, ce qu'on a ici, c'est la nouvelle édition revue et corrigée, revue et augmentée, pardon. Donc ça, c'est un livre que vous avez écrit seul, mais Jules A. Briand, bâtisseur d'Empire, ça, c'est un livre que vous avez écrit en coécriture avec Paul Larocque. Tout à fait. Comment vous avez trouvé la différence entre l'écriture seule puis l'écriture en coécriture? C'est sûr que c'est pas la même chose. On travaille en équipe. Oui. Et puis, ça a été vraiment avec Paul un beau travail d'équipe. C'était pas la première fois que je travaillais avec Paul. On avait fait un livre qui s'appelait Rimouski depuis ses origines, où on était 6 auteurs. Là-dessus. Et ça avait été publié au début des années 2000. Puis donc, Paul et moi, on se connaissait bien. Puis le travail a été très facile. Paul a fait le plan. Et puis on est parti avec ça. Et puis on a fouillé le fonds d'archives de M. Briand, fonds d'archives qui est déposé aux archives régionales de l'Université du Québec à Rimouski. C'est un fonds considérable qui fait 28 mètres linéaires, donc près de 80 pieds. C'est énormément de papier. Oui, ça en fait du papier. Il faut dire que M. Briand a touché à beaucoup de domaines. Oui, est-ce que ça rend votre travail plus difficile, ça, ou plus facile, au contraire, d'avoir comme une masse d'informations comme ça? Là? Ça le rend plus passionnant parce que on était face à un homme vraiment extraordinaire et polyvalent. Alors, dans le domaine des affaires, de la politique, on voulait aussi toucher beaucoup sa vie privée. Puis dans le domaine des affaires, c'est dans tous les secteurs aussi, hein, ça va dans toutes les directions. Communication, transport. Transport maritime, transport terrestre, transport ferroviaire, Québec Téléphone, l'électricité. Qui est TELUS aujourd'hui, si je ne m'abuse. Oui, TELUS, après la nationalisation, c'est devenu une partie d'Hydro-Québec, la compagnie de pouvoir. Et puis TELUS qui est devenu TELUS Québec, c'est l'ancienne compagnie Québec Téléphone. Donc, beaucoup de domaines et bien d'autres encore. Et la politique, c'est un homme qui a joué un rôle majeur dans la politique au Québec. D'abord, il était le principal organisateur du Parti libéral, tant au fédéral qu'au provincial, pour tout l'Est du Québec, alors Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie.
Il n'y avait personne qui se présentait dans ces régions-là pour le Parti libéral si M. Briand n'avait pas donné son accord. C'était lui aussi qui tenait les finances du parti à tous les niveaux. Et on sait qu'à cette époque-là, ça fonctionnait comme ça. C'était le patronage. Donc, c'était normal. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais à l'époque, c'était normal. Donc, il ne faut pas sortir le personnage du contexte. Il faut toujours tenir compte du contexte historique. Mais c'est un personnage qui était très respecté autant dans le milieu des affaires que par ses citoyens. Là, ah, tout à fait. Même. Tout à fait. Certains vont même dire qu'à Rimouski, il était craint jusqu'à un certain point, mais c'est un homme qui a été extrêmement généreux aussi. Et ça, c'est une dimension qu'on a découvert. Parce que nous, on était partis avec la croyance populaire. Les gens disaient M. Briand était plutôt séraphin, ce qui n'était pas le cas. Nous, on a découvert des dizaines et des dizaines de dossiers où on voit que cet homme-là fait des dons. Mais il est toujours resté extrêmement discret là-dessus. Alors, comme toute personne vraiment généreuse, on ne le crie pas sur les toits. Et on sait qu'il a donné des millions. Bien, il a quand même donné aussi, de par tout ce qu'il a fait là, dans différents domaines, on en a parlé, il a quand même énormément donné à la région du Bas-Saint-Laurent aujourd'hui. Oui, ne serait-ce que pour les écoles, parce que M. Briand croyait, à juste titre d'ailleurs, que l'avenir du Bas-Saint-Laurent passait par l'éducation. Oui. Pour lui, c'est un levier majeur. C'est beau l'économie, mais si tu n'as personne pour investir, pour former des gens compétents, des ingénieurs, des gens qui vont être capables de développer. Alors, M. Briand, d'ailleurs lui-même, pour ses propres entreprises, manquait de main-d'œuvre qualifiée. Alors, c'est pour ça qu'il a décidé de fonder d'abord une école technique pour que les gens puissent apprendre, par exemple, des métiers dans le domaine de l'électricité, apprendre à travailler et former des gens diplômés, compétents. Donc, cette école-là a été formée dans les années 40. Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui, cette école-là? Non, physiquement, elle existe encore. C'est un bâtiment qui est intégré aujourd'hui au cégep. Ah, d'accord. Mais l'école comme telle n'existe plus. Par contre, une autre qui existe, c'est l'Institut maritime. Oui. Ça, c'est une autre de ses créations. Et ça aussi, ça a été une première au Canada parce que c'était la première école de génie maritime francophone au Canada. Wow! Et bon, ça fonctionne toujours. Et ça, c'est 1944. Donc, c'est une longue histoire aussi. Donc, M. Briand, là-dessus, a été extrêmement généreux pour la ville de Rimouski. Il a été extrêmement généreux pour son patrimoine, en effet. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'histoire de Rimouski par le nom de ses rues. Oui. Parce que j'ai trouvé différents articles assez intéressants là, de toponymie. Oui. Toponymie. Non, mais je veux dire, la personne qui s'en occupe, c'est un toponome. Ah, peut-être. On n'est pas sûr du terme. Bref. J'avais regardé un petit peu, là, puis il parlait de l'histoire des femmes dans le Bas-Saint-Laurent, particulièrement au Québec en général, mais particulièrement au Bas-Saint-Laurent. Il y a seulement 5 des noms des rues au Bas-Saint-Laurent qui portent le nom d'une femme. Donc, on comprend ici qu'ils ont été peut-être moins importantes dans l'histoire, mais en même temps, leur importance était peut-être juste cachée? Je ne dirais pas qu'elles ont été moins importantes. En fait, bon, c'était la mode souvent de donner plus aux hommes. Récemment, ça a changé. Lorsqu'il y a eu la fusion, par exemple, avec le BIC, on en a profité au BIC pour donner plusieurs noms de femmes. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Le BIC, la fusion BIC-Sainte-Blandine, là? Oui, bien, BIC est venu plus tard. Il y a eu d'abord une première fusion, une première vague de fusion, Rimouski-Est, Saint-Odile-sur-Rimouski, Mont-Lebel, Pointe-au-Père. Ça, c'est une première vague. Et quelques années plus tard, le BIC s'est joint à Rimouski. Et c'est là qu'on a été obligé de changer les noms de rues parce qu'il y avait beaucoup de rues dont les noms se dédoublaient avec celles de Rimouski. Oui, évidemment. Et puis, donc là, on a honoré des femmes. Et c'est pas nécessaire toujours d'avoir construit des entreprises gigantesques. Il y a des femmes qui ont travaillé très fort, qui ont été actives dans leur milieu, qui ont été des animatrices de la vie culturelle, par exemple. Ça, au BIC, on a deux beaux exemples. Et puis, ici, à Rimouski, j'avais fait quelques suggestions à l'époque. Lorsque j'ai sorti la première édition du livre en 1995, j'avais fait quelques suggestions au comité de toponymie qui n'avaient pas été retenues. Mais bon, depuis, on a corrigé un petit peu le tir. On en a vu quelques-unes. Il y a des noms de femmes aussi dans le développement des prix du Saint-Rosaire. Bien, les choses commencent à changer un petit peu. Mais il y a encore du travail à faire. Oui, évidemment. Le droit des femmes, ça fait longtemps qu'on en parle, là, puis ça fait longtemps que ça avance, mais on voit dans les petits détails comme ça qu'on chemine. Oui, au moins, tout à fait. Oui. Dans l'histoire.
Aujourd'hui, dans la section littérature autochtone avec Mathieu, notre responsable des achats. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurence. La librairie, depuis un an, a mis en place 2 nouvelles sections. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, effectivement, la librairie, suite à la demande du public, mais également avec tous les nouveaux ouvrages qui sont publiés sur ces sujets-là, on a décidé de mettre de l'avant une section littérature autochtone, mais une section également études féministes, puis études LGBTQ+. Qu'est-ce qui veut dire des études sur les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles, queer, mais également plus pour qui réunit dans le fond tous les membres de la communauté de la diversité sexuelle et de genre. Pourquoi ces 2 sections-là en particulier? Dans le fond, c'était pour arrêter d'invisibiliser un peu ces communautés-là et ces enjeux-là, et qui sont souvent mis de côté dans la société québécoise. Puis dans le fond, c'est en tant qu'institution, la librairie comme un lieu de changement peut finalement faire valoir ces idées-là. Fait qu'en donnant une tablette, ça permet finalement de mettre de l'avant ces communautés-là. Puis qu'est-ce que ça permet d'autre à la librairie et à ses clients d'avoir des nouvelles sections comme ça? Ça permet finalement aux lecteurs et lectrices d'abord d'avoir des ouvrages de référence, des ouvrages de fond qui sont mis sur les tablettes. Puis ça permet également d'inscrire finalement la librairie comme un lieu de référence pour ces ouvrages-là. Qu'est-ce que c'est un livre de fond, Mathieu? Un livre de fond, c'est un livre, dans le fond, qu'on pourrait dire comme un livre classique. Ici, j'ai comme exemple Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. Simone de Beauvoir est une grande théoricienne, fait qu'on appelle ça un livre de fond, un classique. Quand on dit un livre de fond en librairie, ça veut dire, dans le fond, un livre qui va être aussitôt vendu, qui va être recommandé. C'est des livres qui sont tout permanents sur les tablettes, parce que c'est des livres qu'on juge qui sont essentiels à la référence sur les sujets. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous dire par rapport à ces 2 sections-là? Oui, sur la section littérature autochtone, ça permet finalement d'arrêter d'imbriquer une culture coloniale, une identité coloniale à ces auteurs. Ça permet finalement de les inscrire, leur savoir-faire, leur culture sur les rayons dans la librairie. Et ça permet finalement de les inscrire dans la littérature avec un grand L. C'est super constructif. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Chronique du Bas-Saint-Laurent. Apparemment, on a une suite. Oui, bien, il va y avoir viendrait? Chronique de la Gaspésie qui est en cours de rédaction, mais c'est un travail de longue haleine. Alors ça, je ne prévois pas ça avant peut-être 4 ou 5 ans encore. D'accord. Chronique du Bas-Saint-Laurent, donc c'est de 1535 à 2017. Le 28 décembre 1724, un groupe de nobles et d'officiers de milice se présente chez le seigneur Pierre Lepage à Rimouski pour saisir des marchandises de contrebande. Le 29 mai 1914, l'Empress of Ireland fait naufrage au large de Sainte-Luce. Le 10 novembre 1950, un bombardier américain largue accidentellement une bombe atomique près de Saint-André de Kamouraska. Chronique de Bas-Saint-Laurent, c'est ça. C'est plein de petits pans de notre histoire qu'on aurait peut-être oubliés, qu'on aurait besoin de se rafraîchir la mémoire. Oui, en fait, les gens ont beaucoup apprécié ce livre-là parce que c'est l'histoire au quotidien. Oui. En fait, c'est bâti sous forme d'éphéméride, tout simplement. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans la région une journée donnée, le 10 janvier, mais ça couvre toute la période depuis que les Européens sont arrivés ici. Alors, il y a plus de 6000 événements qui sont répertoriés dans le livre. Et ça, c'est une formule, je pense, il n'y avait jamais eu rien de tel de publié au Québec. C'est une très belle formule, particulièrement comme lectrice. Moi, j'ai adoré me promener un petit peu parce que c'est ça, on se promène là-dedans. Tu sais, c'est pas nécessairement un livre qu'on va lire d'un coup vers l'autre. De A à Z. C'est vraiment un livre qu'on va lire comme ça, un peu n'importe où, n'importe quand, avec ce qui nous passe sous la main. Comme l'histoire de Rimouski par le nom de ses rues, il est fait un peu sous le même format. Oui, avec des biographies qui, les plus longues, font 3 pages, 4 pages dans certains cas. Alors, c'est des livres que tu peux lire une partie, un chapitre, le laisser là. Oui. Chronique du Bas-Saint-Laurent, beaucoup de personnes lisent, commencent le 1er janvier, puis lisent une page par jour. Mais par contre, il y a des gens qui ont de la difficulté à faire ça parce que aussi, c'est un livre qui est abondamment illustré. Oui. Il y a 366 photographies, si on tient compte des années bissextiles. Donc, ça, c'est intéressant parce que je voulais développer aussi pour chaque journée ce qu'on appelle l'événement du jour dans le livre. Donc, un fait plus important, c'est subjectif parce que, oui. évidemment, et aussi avec la photographie qui accompagne cet événement-là. Alors ça, ce qui a été long, oui, la quête de l'information, parce qu'il faut passer en revue tout ce qui a été publié. Alors, je me suis tapé la lecture de tous les journaux publiés au Bas-Saint-Laurent depuis que la presse existe.
Le premier journal, c'est la Gazette des campagnes, qui a été publiée dans le Kamouraska. Là, on remonte autour de 1870. Ça faisait beaucoup de pages à regarder sur Finalement, Internet. votre travail d'écriture, c'est un travail de lecture. Beaucoup. Il faut lire beaucoup avant d'écrire. Oui, bien surtout dans le domaine historique, là, Oui. c'est là que vous allez chercher toutes vos informations, finalement. Oui. À nous publier des ouvrages comme ça, vous laissez un petit peu, vous aussi, à notre patrimoine parce que vous partagez cette mémoire-là qu'on aurait oubliée, peut-être, sinon? Oui, bien, effectivement, je pense, si je reviens à l'histoire de Rimouski par le nom de ces rues, des familles que j'ai rencontrées, entre autres, il y a une dame qui m'a appelé une fois lorsque j'étais dans la recherche au début des années 90, parce que j'avais lancé un appel au public. Elle m'a dit « c'était mon père. Cette rue-là, c'était mon père. » Alors, j'ai rencontré la dame et c'était la dernière qui pouvait me dire ça. Et elle est décédée depuis. Vous avez dû avoir des histoires touchantes quand même. Tout à fait. Avec ça. Alors, il y a des renseignements qui seraient tombés complètement dans l'oubli et même qu'on n'aurait pas pu identifier, j'aurais pas pu identifier non seulement le personnage, tout simplement. Même déjà aujourd'hui, comme vous dites, parce que cette dame-là Oui, est décédée aujourd'hui. Donc, il y a des informations qui sont contenues dans ce livre-là qui auraient été perdues à tout jamais. Et ça, c'est intéressant. La Chronique du Bas-Saint-Laurent, bien, évidemment, c'est des informations qui sont toutes consignées quelque part, mais là, c'était l'idée de les rassembler. Sont rassemblées c'est ça. tout ensemble. Oui. Mais c'est quand même, et trouver les photographies aussi, parce que maintenant, vous savez, on ne dit rien n'est gratuit. C'est la même chose. Tout le monde a besoin d'argent, les musées, y compris les gens qui ont des collections de photos. Donc, il faut payer aussi. Pour avoir le droit de publier ces les photos-là. publier. Donc, ça aussi, c'est un frein à la publication. Ça prend du temps parce que les droits d'auteur pour les photographies dans la Chronique du Bas-Saint-Laurent, je ne vous dirai pas le montant, mais c'est plusieurs milliers de dollars. Oui. Alors, avant même de vendre des livres, il faut avoir investi. Tout à fait. Mais là, vous aviez derrière vous votre maison d'édition Septentrion. Oui. Est-ce que vous avez vu une différence, certainement, mais laquelle, entre une autopublication, comme vous avez fait avec Histoire de Rimouski par le nom de ces rues, la nouvelle version, versus une publication par une maison d'édition? C'est beaucoup moins de travail avec une maison d'édition parce que, évidemment, la maison d'édition s'occupe de la mise en page, de la révision linguistique, oui. De rendre ça attrayant, intéressant. Elle s'occupe aussi de la mise en marché, de la distribution. Alors ça, c'est un gros morceau aussi. L'impression. L'impression. Donc, évidemment, la maison d'édition assume les risques. Oui. Évidemment, l'auteur est moins payé parce que tout a un coût. Alors... Oui, là, vous êtes bien sûr récompensé pour le risque que vous avez pris. Vous avez été notre meilleur vendeur au mois de juillet, meilleur vendeur au mois d'août pour Histoire de Rimouski par le nom de ces rues. Donc, on est très content que vous ayez réimprimé puis pris le risque de faire ça. Je suis bien heureux. Je sais qu'il était très demandé. Et oui. Évidemment, depuis la première édition, en 25 ans, la ville de Rimouski a énormément changé. Hein, tout à fait. Avec les fusions municipales et avec le développement des prés du Saint-Rosaire. On a là, seulement plus d'une quarantaine de rues. C'est une véritable ville dans la ville qui s'est développée. Oui. Avec des beaux personnages aussi. Je pense à Sandy Burgess, entre autres, qui a été mon patron à Radio-Canada, qui a une histoire absolument incroyable. Monsieur Alcide Séhort aussi, qui a été le premier recteur de l'Université du Québec. Ça aussi, c'est absolument passionnant. Un homme qui a travaillé aussi, qui a été consulté par la NASA pour les lubrifiants des vaisseaux qui sont allés sur la Lune. Alors, c'est pas rien. On voit aussi un type comme... les gens se posaient beaucoup de questions sur la rue Mohamed El Sab, qui a été un grand chercheur océanographe ici à Rimouski, un homme d'une réputation internationale. On faisait affaire à lui de partout dans le monde pour certains points précis, entre autres les tsunamis, le phénomène qu'on a vu en Asie du Sud-Est, comment ça peut être dévastateur. C'était un expert en la matière. Et donc, c'est des gens formidables. Il y a des vies là-dedans là, extraordinaires. Avec l'autopublication vient aussi la distribution et tout ça. Là. Nous, on vous distribue ici à la librairie L'Alphabet. Est-ce que ça a été compliqué de trouver des points de vente, etc.? Non, il y a l'Alphabet, la librairie Vénus. Et puis, à ma grande surprise, on m'a demandé, il y avait une demande à Rivière-du-Loup et à Montjoly. Donc, les librairies de Rivière-du-Loup et de Montjoly aussi. Il y a beaucoup à Montjoly et à Rivière-du-Loup. La librairie Boucher, J.A. Boucher.
Donc, j'ai été surpris, mais il faut dire que, bon, évidemment, il y a des Rimouskois qui habitent partout. Et puis, Ben oui, il y a tout des à gens fait. aussi qui s'intéressent à l'histoire, tout simplement, parce qu'il y a quand même des biographies de gens. C'est agréable à lire. Une biographie, c'est toujours intéressant parce qu'on apprend sur des gens. Puis, je sais pas pourquoi, c'est un genre qui plaît Ben beaucoup. oui, puis là, c'est pas une biographie, Il y en a plus de c'est tout 300. plein. Donc, s'il y en a une qui nous convient pas, on fait juste passer à une autre. En tout cas, on découvre plein de choses. Ben oui, c'est vraiment... Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est pourquoi je l'ai appelé Histoire de Rimouski par le nom de ces rues. C'est parce que si on regarde les faits et gestes, les accomplissements de toutes ces personnes-là, ça touche à peu près à tous les aspects de l'histoire de Rimouski. Des gens qui ont bâti des choses, des gens qui ont contribué à ouvrir des entreprises, à faire des églises, à des écoles. Donc, ça touche à vraiment tous les domaines, que ce soit de l'agriculture, de l'industrie, de la vie culturelle. Alors, c'est intéressant. C'est un livre qui était demandé quand même. Là, on a un responsable des achats ici à la librairie qui nous a dit que c'était demandé depuis les années 2000. Donc, ça faisait quand même 20 ans que c'était demandé. Oui. Depuis, il y a déjà eu beaucoup de changements. Mais la mise en marché aussi du livre en général a changé. Donc, la nouvelle version, elle a vraiment une nouvelle mise en page. Elle est vraiment faite différemment. Donc, on a des photos, comme vous avez expliqué. Un plus grand format. Donc, je pense que c'est un livre qui est agréable à lire et à tenir. C'est un très beau livre à laisser sur la table à café. Oui. Moi, c'est mon dada, là, les livres de table à café. Ça, c'en est un très beau. Puis, grâce à vous aussi, on peut avoir un portrait de notre ville, Rimouski, un portrait de notre région, Bas-Saint-Laurent. Puis ça va perdurer dans le temps aussi. Ça va faciliter le travail des historiens. C'est ce qui est beau avec dans le futur. Des livres. Hein? On dit les écrits restent. Alors, voilà. Tout à fait. Richard Saint-Don, merci beaucoup d'être venu à l'Alphabet nous rencontrer. Ça m'a fait plaisir. Ce fut un plaisir.